Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 15 heures dont voici les principaux titres. Le chef de l'État donc quitte le pays pour entamer une série de missions en Éthiopie. Toujours donc aux nouvelles du pays, le ministère de la Santé lance une campagne de lutte contre les mouches. Et en actualité internationale, à Gaza, frappe israélienne tue des civils et la résistance riposte par des roquettes au milieu d'une crise humanitaire. C'est tout donc pour les titres, mesdames et messieurs. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a quitté ce dimanche, en début d'après-midi, le pays en destination d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne, où il prendra part du 7 au 10 septembre 2025 à une série importante de rencontres. Le premier événement auquel participera le chef de l'État a trait à un sommet de la communauté des Caraïbes et de l'Afrique qui entend insuffler une dynamique nouvelle à un partenariat stratégique déjà entériné entre les deux ordres géographiques. Ce sommet CARICOM donc Afrique a donc valeur d'étape nouvelle dans la volonté de deux parties de favoriser la coopération Sud-Sud et d'appeler de leur vœu à l'essor à l'échelle mondiale de développement économique qui soit davantage placé sous le signe de l'équité et de l'inclusivité. Le second événement auquel le président de la République prendra part à Addis Abeba porte sur un sommet africain sur le climat. Cette réunion qui compte pour la deuxième édition du même genre forme essentiellement l'ambition d'offrir à l'Afrique une plateforme renouvelée pour manifester la convergence de vues caractérisant ces pays membres en matière de problématiques posées par le climat. Cette rencontre confère également au continent la possibilité, bien sûr, de s'acquitter d'une fois de plus d'une plaidoirie comme en vue d'accéder définitivement aux fonds convenus d'être versés au titre de solidarité internationale. Sur ce sujet, bien sûr, il y a particulièrement lieu de rappeler que l'Afrique, principale victime collatérale des problématiques posées par le climat, peine à accéder aussi bien aux fonds de compensation annoncés en grand pompe il y a quelques années qu'aux investissements indispensables à sa transition énergétique. Outre ces deux sommets, le président Guelleh participera également à l'inauguration officielle du grand barrage de la Renaissance éthiopienne qui aura lieu mardi 9 septembre 2025. Édifice public du premier plan, le GER donc est assigné à l'impératif préalable de remédier à l'état de fracture caractérisant l'Éthiopie en termes d'accès de sa population à l'électricité. Il est investi ensuite d'ambitions plus fournies dans la réalisation d'un afflux massif d'investisseurs étrangers dans le domaine du développement industriel et l'exportation d'énergie électrique dans le pays de la région. Une importante délégation, bien évidemment, comprenant le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein Omar, et le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, accompagne le président de la République dans cette mission en Éthiopie. L'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie et représentant permanent de notre pays auprès de l'Union africaine, son Excellence Abdi Mahmoud Haïbi, fait également partie de la délégation accompagnant le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, dans ce nouveau déplacement en Éthiopie. Toujours en nouvelles du pays, mesdames et messieurs, le MENFOP et l'UNICEF lancent un plan de travail ambitieux pour l'éducation 2025-2026. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, et la représentante de l'UNICEF à Djibouti ont signé ce dimanche le plan de travail budgétisé annuel 2025-2026. La cérémonie s'est tenue au MENFOP en présence des hauts cadres du ministère et de l'agence onusienne. Ce plan de travail budgétisé fixe donc des objectifs clairs, à savoir renforcer la scolarisation et le maintien des filles, en particulier dans les zones rurales et vulnérables, consolider les capacités de ressources humaines et du secteur éducatif, poursuivre l'expérimentation du projet des écoles rurales intégrées dans 3 régions pilotes et contribuer au renforcement de la performance du système éducatif. L'éducation est la clé du développement durable. Nous devons veiller à ce que chaque enfant, où qu'il soit, ait accès à une école de qualité, a déclaré le ministre, soulignant la priorité accordée au projet.
Madame Bit Dastel a pour sa part salué une coopération fructueuse avec le MENFOP et a rappelé que ce partenariat représentait un levier essentiel pour atteindre les objectifs éducatifs du pays. Ce nouveau plan, bien sûr, illustre la volonté commune de faire de l'éducation un moteur de développement et d'inclusion sociale à Djibouti. À présent, écoutons la représentante de l'UNICEF à Djibouti. Salam alaikum, bonjour, je m'appelle Beate, je suis la représentante de l'UNICEF ici à Djibouti. Je suis à côté de son Excellence, le ministre de MENFOP, cher ami. Et aujourd'hui, on est ensemble parce qu'on a signé le plan de travail pour 2025 et 2026 pour notre secteur de l'éducation et formation professionnelle. Ça va profiter à toutes les filles et tous les garçons de Djibouti. Je suis très, très fière. Et on va se focaliser, comme d'habitude, surtout dans les zones éloignées du pays pour qu'on puisse profiter tous les enfants de Djibouti. Un grand merci. Pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a souligné l'éducation est la clé du développement durable. Nous devons veiller à ce que chaque enfant, où qu'il soit, ait accès à une école de qualité. On l'écoute. Nous avons un grand projet, c'est ce qu'on appelle l'école rurale intégrée. Et c'est vraiment ce projet. Et je pense que la solution dans ces localités les plus reculées, c'est réussir ces projets d'école rurale intégrée. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'école, mais tout ce qui va avec l'école. Et même faire en sorte de sédentariser ces populations nomades, même tout en gardant leur culture, c'est-à-dire l'élevage, l'agriculture, etc. Et alhamdoulilah, je pense qu'aujourd'hui, très, très prochainement, nous allons officiellement déclarer la scolarisation primaire universelle. Et ça, nous allons le déclarer ensemble. Je pense que ça fait partie des travaux, des actions que nous avons menées 3 dernières années. Nous avons intensément fait en sorte non seulement d'offrir la scolarisation là où il n'y en avait pas, mais également les enfants qui étaient en retard, de le remettre dans le système d'éducation accélérée, mais également la prise en charge également des enfants réfugiés et également l'intégration de ce qu'on appelle la madrasa dans le système public. Tout ça fait qu'aujourd'hui, je pense que nous pouvons dire que 100% des enfants présents sur le sol djiboutien sont scolarisés. Donc ça, c'est vraiment grâce à l'appui et l'accompagnement également de l'UNICEF et des partenaires de l'éducation. Et vous en premier, parce que vous êtes les chefs de file des partenaires de l'éducation. Toujours aux nouvelles du pays, mesdames et messieurs, sous l'égide du ministère de la Santé, sous l'égide donc du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, l'Institut national de la santé publique du Djibouti, en collaboration avec les élus locaux et les sous-préfets de la ville de Djibouti, annonce donc le lancement officiel de la campagne de pulvérisation contre les mouches. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la protection de la santé publique et vise à réduire la prolifération des mouches, vecteurs de nombreuses maladies. La campagne couvrira l'ensemble des zones prioritaires identifiées en mettant un accent particulier sur les quartiers à forte densité et les sites sensibles. À travers cette initiative, l'INSPD réaffirme son engagement à améliorer le cadre de vie des populations et à prévenir les maladies infectieuses et vectorielle. La population est invitée à collaborer activement en facilitant l'accès aux équipes donc de pulvérisation et en respectant les consignes de sécurité communiquées. À présent, écoutons l'un des extraits donc des préfets qui ont participé à cette réunion. looga hortagi lahaa ka hortag waxaa caafimaadka waxa ugu wanaagsan si looga hortagi lahaa duqsigaasi dhibta uu ummadda ku keenayo. Le président de la commune de Blaus donc a précisé et souligné que cette réunion avait donc pour trait donc de prévenir, de s'organiser et de lutter contre la prolifération de ces mouches. Et bien sûr, lors de cette réunion, a souligné le président de la commune de Blaus, cette campagne donc va viser les secteurs à forte densité pour pouvoir lutter contre toute maladie infectieuse. À présent, écoutons le directeur de l'INSPD, Dr Miad, qui a donc parrainé cette réunion. Ce matin, nous sommes réunis avec la préfecture et les présidents des communes pour parler de cette recrudescence des mouches au sein de la ville de Djibouti
Donc dans ce sens, nous avons reçu des ordres de la part du ministre de la Santé, son Excellence Dr Ahmed Roble Abdillah. Subitement, nous avons réagi et nous avons fait cette réunion avec tous ces responsables des communes pour en discuter comment cette campagne de pulvérisation commencera et par où commencer. Nous avons décidé que nous allons commencer demain matin à 9h pile. Le lancement se fera par la commune de Boulouaous, suivi de la commune de Balbala, puis de la commune de Razdika. Et nous suivons toujours le jargon qui dit mieux vaut prévenir que guérir, et ce qui tient trop au président de la République, qui nous demande chaque fois de prévenir les maladies que de guérir les maladies. Et nous sommes dans cette optique. Et nous remercions le soutien incessant de notre président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et évidemment aussi la première dame, Khadra Mahmoud Haïdi. Toujours en actualité nationale, la République de Djibouti a célébré la semaine mondiale de l'allaitement maternel sous le thème « Prioriser l'allaitement et tisser un réseau de soutien solide ». Coordonné par le ministère de la Santé avec le soutien de l'UNICEF et de la société civile, cette semaine a mobilisé les professionnels de santé, les associations locales et les communautés autour d'un objectif commun, promouvoir l'allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois et encourager sa poursuite jusqu'aux 2 ans et au-delà. Des séances de sensibilisation, des rencontres communautaires et des interventions officielles ont rythmé cette mobilisation nationale. La cérémonie de clôture présidée par le secrétaire général du ministère de la Santé a marqué un moment fort, réaffirmant l'engagement du gouvernement à faire de l'allaitement maternel une priorité nationale. Le ministère appelle à un engagement durable, former les professionnels, créer des espaces amis des mères et renforcer les politiques de soutien. Dans son intervention, le secrétaire général a souligné que le ministère de la Santé s'engage à faire de l'allaitement une priorité nationale. On l'écoute. Aujourd'hui, ici à la polyclinique de Farhad pour procéder au lancement de la semaine de l'allaitement maternel. L'allaitement maternel est une activité, l'allaitement maternel exclusif est une activité très importante pour l'enfant. Et donc le ministère de la Santé met tout en place pour permettre aux femmes justement de faire l'allaitement maternel. Le gouvernement aussi a mis des dispositions en place en accordant 6 mois de congé de maternité aux femmes qui travaillent pour leur permettre de rester auprès de leur bébé et de justement de faire l'allaitement maternel exclusif. Ça protège l'enfant contre plusieurs maladies. L'allaitement artificiel est quelque chose qui peut apporter beaucoup de problèmes. Et donc, dans notre culture, l'allaitement maternel est encouragé. Dans notre religion aussi, l'allaitement maternel est encouragé. Ça crée une confiance entre la maman et l'enfant. Les opérations de contrôle routier menées par la police nationale se poursuivent toujours dans la capitale et dans la commune de Balbala. En effet, face à la recrudescence des véhicules avec les vitres teintées, la police nationale a débuté une vaste opération de coups de poing en vue d'interpeller tous les véhicules teintés. La police nationale a débuté une vaste opération de coups de poing en vue d'interpeller tous ces véhicules teintés. Cette mesure s'inscrit dans le strict respect de l'article 3.1 du Code de la route et qui vise à réduire les accidents de la route et à sensibiliser les conducteurs sur les dangers liés aux vitres opaques. Des opérations de contrôle routier sont désormais pérennisées pour lutter contre toutes les infractions liées au Code de la route. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis le commandant Abdelrazak de la sécurité routière. Je me présente à vous une fois de plus pour réitérer notre message concernant la lutte contre les dispositifs appelés vitres teintées. Je vous signale au passage que cette opération sera pérenne
nous avons déjà remarqué que beaucoup d'entre vous ont fait preuve de responsabilité et ont enlevé déjà ces dispositifs, et je les félicite. Pour les récalcitrants, bien sûr, ils feront l'objet d'une amende conformément à la loi. Maintenant, je vous signale qu'il y a 3 sortes de catégories de teintage, ou du moins de visibilité. Les vitres fumées d'origine sont tolérées. Il y a des vitres qui sont fumées, mais dont la transparence est trop réduite, qui viennent de l'étranger. Ceux-là auront un délai de 2 mois pour remplacer ces dispositifs. Pour les teintages faits apposés avec un film dont l'obscurité est très forte, c'est prohibé, c'est interdit conformément à la loi, et la police ne cessera de lutter contre ces agissements. Les véhicules ainsi contrôlés seront mis en fourrière. Les contrevenants seront obligés de payer une amende contre, bien sûr, une quittance du Trésor national. Par ailleurs, d'autres infractions ou délits contre le code de la route sont également, comme d'habitude, feront l'objet de contrôles, bien sûr, contre les feux rouges, par exemple, ou les éclairages non conformes, ainsi de suite. Je réitère encore une fois le message que j'avais passé la dernière fois concernant les dépositaires de l'autorité publique. Nous devons faire preuve de responsabilité et montrer les bons exemples, puisque nous sommes chargés de faire appliquer la loi. Je vous remercie. Aujourd'hui, le Diwan Zakat, donc affilié au ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf, a distribué la première tranche de parrainage des orphelins à Kafala pour l'année 2025 aux orphelins de la région de Tadjoura. Environ 83 orphelins de la région ont bénéficié de cette distribution. La remise donc des fonds s'est déroulée en présence des cadres du Diwan Zakat ainsi que du gouverneur par intérim. Donc, et chaque orphelin inscrit a reçu une somme de 15 000 francs. Le chef du service Kafala du Diwan al-Zakat, Adan Hussein Adan, a souligné que la prise en charge des orphelins revêt une grande importance dans la vie, apportant bien-être et stabilité tant à l'individu qu'à la société. Parmi ses effets positifs, il a mentionné la promotion d'un climat d'amour et de fraternité au sein de la communauté, ainsi que la réduction de la criminalité. Et de là, nous positionnel au Soudan du Sud, un patrimoine bien sûr qui renforce l'identité et dynamisme, le tourisme. La lutte traditionnelle au Soudan du Sud n'est pas seulement un sport ancestral, mais un rituel folklorique qui allie compétition et ferveur et reflète la profondeur de l'identité culturelle des communautés locales. Toujours en actualité régionale, le sommet Africom Addis Abeba accueille le 2e sommet Afrique CARICOM, donc avec la participation des chefs d'État et de gouvernement des 2 régions ainsi que des représentants des Nations Unies, de la Banque mondiale, du FMI et des banques de développement régionales. Placé sous le thème Partenariat transcontinental pour la justice rapatrice en faveur des Africains et des personnes d'ascendance africaine, la rencontre reflète la volonté partagée de renforcer la coopération et de bâtir des ponts entre les 2 rives de l'Atlantique. Et de là, mesdames et messieurs, nous passons à l'actualité internationale. Gaza, frappe israélienne tue des civils et la résistance riposte par des roquettes au milieu d'une crise humanitaire aggravée. À 702 jours de la guerre d'extermination de la bande de Gaza, les hôpitaux ont enregistré la mort de 15 Palestiniens, dont des enfants, dans des frappes israéliennes visant des tentes, des centres d'hébergement et des maisons de déplacés. De leur côté, la brigade Al-Quds ont annoncé avoir visé la colonie de Netivot entre 2 requêtes, ce que l'armée israélienne a confirmé. Enfin, la planète perd de l'eau douce. 6 milliards de personnes souffrent de pénurie d'eau. Une étude récente basée sur des données satellites sur 22 ans révèle que des vastes régions du monde
perdent de l'eau douce et deviennent plus arides avec plus de 6 milliards de personnes dans 101 pays confrontés avec une pénurie d'eau. Selon l'étude publiée dans la revue Science Advance, les zones de grande sécheresse incluent de larges parties du Canada et de la Russie, le sud-ouest de l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, le Moyen-Orient, le nord de la Chine, de l'Asie du Sud-Est, ainsi qu'une région continue s'étendent de l'Afrique du Nord à l'Europe. Mesdames et messieurs, c'est tout donc pour ce 15h. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur Télé Djibouti.